effectivement question qui est posée, c'est celle des spécificités de financement des sociétés innovantes. Une société innovante qui a besoin, le cas échéant d'ailleurs, de travaux de recherche pour se développer et développer un produit, un concept, un produit, ne va pas forcément avoir les mêmes méthodes non plus d'évaluation qu'une société mature. Quelles sont les spécificités de ce financement et puis aussi à tous les stades finalement de son développement. Je vais peut-être pour ça commencer par laisser la parole à Nicolas Rose qui investit plutôt au moment donc du démarrage et en capital risque. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc Xange est une activité de financement de l'innovation qui fait partie du groupe Syparex dont le berceau est à Lyon. Nous avons deux métiers chez Xange, le financement des technologies de l'information et le financement, je dirais, d'une autre catégorie qui s'appelle l'impact social et qui utilise également la technologie dans le cadre de projets ayant un impact social. Nous sommes un acteur historique du capital investissement qui va au-delà d'une quinzaine, vingtaine d'années et c'est un secteur qui est en pleine explosion aujourd'hui. Le mot d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on m'a présenté où il y a affiché là-haut capital risque. Ce terme a changé, la dénomination a changé il y a moins de 5 ans pour s'appeler capital innovation. Je crois qu'il y avait quelque chose qui était mal apprécié dans le mot capital risque à l'époque. On a une activité donc d'investissement dans les sociétés jeunes et innovantes. Nous sommes basés en France mais également en Allemagne. On réalise une dizaine d'investissements par an. Et on met des tickets de 0,5 à 5 millions. Donc la spécificité de notre métier, c'est que nous intervenons uniquement en haut de bilan, sous forme d'augmentation de capital, éventuellement d'obligations convertibles, et que nous sommes sur un tissu d'entreprises qui ont finalement beaucoup plus de futur et de potentiel que de passé. Donc contrairement à nos confrères les banquiers, on ne regarde pas beaucoup le passé, on se tourne surtout vers l'avenir. Et comme l'avenir est incertain, vous comprenez la problématique notamment de valorisation des actifs. Le secteur est un secteur donc, qui est en forte croissance, je le disais. Nous sommes partis d'une association qui s'appelle l'AFIC. Et à l'AFIC, les chiffres pour l'année 2015 étaient de l'ordre de 785 millions pour l'innovation sur 500 startups. Et au premier semestre 2016, était de plus de 500 millions sur 350 startups. Donc clairement, le sujet est en forte hausse, même s'il reste très limité hein, à l'échelle de l'économie nationale. Hein. C'est un secteur qui bouge très vite, mais qui est encore finalement assez modeste. On assiste à donc une augmentation du volume de financement, on assiste à une augmentation du nombre de fonds d'investissement qui se créent ou qui viennent en France investir. Et on assiste également à littéralement une explosion du nombre de startups qui se créent. Et ça, c'est un phénomène qui s'explique assez facilement par la réduction très forte de la barrière à l'entrée pour créer des entreprises et pour créer des startups. Le coût d'accès technologique est très fortement réduit. L'arrivée du cloud, du SaaS, rend l'infrastructure technologique de moins en moins chère. Et la disponibilité de talents en France est très très forte. On a énormément de chance dans ce pays de pouvoir voir cette éclosion, et notamment avec des jeunes entrepreneurs directement sortis d'école qui vont créer leur entreprise. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était virtuellement inexistant ou une coïncidence. Aujourd'hui, c'est devenu presque une banalité. Et il m'arrive de parler à des amphithéâtres complets de jeunes étudiants, que ce soit en école de commerce ou en école d'ingénieur, qui veulent se lancer dans une carrière d'entrepreneur ou rejoindre une start-up. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les questions qu'ils posent, les questions techniques, les questions sur l'industrie sont de plus en plus sophistiquées. Donc il y a clairement un phénomène d'apprentissage qui a lieu parce que nous avons maintenant une ou deux générations d'entrepreneurs qui ont réussi et qui sont très bons à transmettre l'information. On a également une industrie qui a une caractéristique, c'est qu'on n'a que très peu de données sur notre industrie.
J'ai fait une étude statistique qui n'a que peu de valeur malheureusement sur 113 sociétés sur 12 ans dans notre cas, et ce n'est pas un échantillon qui est très représentatif. Ce qu'on peut dire sur ces 113 cas, c'est que sur les sessions intervenues, c'est-à-dire environ une soixantaine de sessions, on a 3 fois plus de sorties par fusion-acquisition que par introduction en bourse. On prend des secteurs dans lesquels il y a des perspectives de croissance, qu'il y a des possibilités d'innover aussi, beaucoup. Donc je vais en citer quelques-uns. On est dans la nutrition santé, on est dans tout ce qui concerne l'ingénierie autour du son, des vibrations, et puis aussi tout ce qui touche à la qualité de l'environnement, de l'air et de l'eau. Donc on est très investi là-dedans. Et puis on a également une participation dont on est très fier. On est leader mondial dans la fabrication de cartes de loisirs et de compétition. Donc c'est une société qui s'appelle Sodicart, pour ceux qui font du kart peut-être qui connaissent. Donc c'est une société qui est extrêmement performante et qui est toujours innovante. Nous vraiment, ce qui est à la base de tout, c'est le thème de la table ronde. C'est l'innovation, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, tant dans les participations des Volem que sur tout ce qui touche à l'assurance, parce qu'on peut beaucoup innover en matière d'assurance, à la fois sur les produits, sur les process, sur la façon aussi d'aborder le client, de lui simplifier l'existence. Le slogan chez April, c'est l'assurance en plus facile. Donc tout ce qui concourt à rendre l'assurance plus facile, toutes les technos, éventuellement tous les process, on y va. Voilà, on y va sans aucune réserve, parce que ça, je pense, c'est un élément de différenciation qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, c'est la guerre des prix. Donc si on n'est pas capable de gérer la relation client autrement, de façon simple, je pense qu'on passe à côté, des choses. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Je vous repasse le micro. Nous, on n'intervient pas en haut de bilan, mais plutôt en bas de bilan, au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une jeune banque, parce que c'est la fusion donc, des banques populaires des Alpes, Loire-Lyonnais et de Clermont. Ça fait 6 mois que ces banques ont fusionné. On a mis en place une filière innovation, donc start-up et entreprise innovante, en expérimentation, on va dire en méthode agile, sur Grenoble il y a 3 ans, et qu'on est en train d'étendre sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'approche des startups, nous on a souhaité l'avoir avec un double regard. Ça veut dire qu'on a fait le choix de spécialiser des conseillers qui ont des portefeuilles exclusifs de startups et d'entreprises innovantes. Donc on concentre de l'expertise, et aussi de manière empirique, on monte en expertise sur ces startups, et on apporte un deuxième regard avec je dirais, des postes d'ingénieurs, avec une vision plus techno, stratégie et approche business. L'idée, c'est vraiment de partager la vision du chef d'entreprise, et pour ça, c'est la comprendre, toujours en lien avec l'écosystème, c'est quand même vital dans cet environnement. En termes de financement, on intervient, nous, en post-expérimentation, dans la phase, on va dire, de décollage d'activité. C'est cette phase où on commence à voir les premières commercialisations, avec des efforts importants en marketing, communication, efforts commerciaux, et on continue la R&D, bien sûr. Donc on accompagne donc ces entreprises à ce niveau-là. On a un outil, on a parlé du FEI tout à l'heure, donc cet outil c'est Innover Plus. C'est un outil donc, pour lequel on a contractualisé avec le FEI, qui est un outil pour nous très adapté au financement des startups. Il est contre-garanti à 50% par l'Europe et il donne la possibilité de mettre en place des franchises de remboursement du capital jusqu'à 24 mois. Donc très simplement, une start-up qui commence à commercialiser, qui aura les fruits de ses ventes dans 6 mois, de pouvoir commencer à rembourser son prêt que dans 6 mois, c'est bien adapté. Ça peut être aussi entre 2 levées de fonds où il y a des efforts de R&D à soutenir. Donc financer, je dirais, cette continuité de R&D avec une franchise de remboursement en capital, ça peut permettre à la start-up d'être, on va dire, sereine ou le plus sereine possible dans les négociations de la seconde levée de fonds. Donc voilà donc des outils que nous utilisons donc pour l'accompagnement des startups avec 150 startups dans la filière aujourd'hui. Je commencerai simplement par dire que quand on est dans le financement de l'innovation, on est dans un monde qui n'est pas du tout normé, connu et répondant à des critères simples. Ce n'est pas la grande consommation où on a des historiques, des milliers de données, des millions de données. On est dans un monde de l'incertain. Et je pense qu'il y a 3 caractéristiques essentielles sur les startups que l'on va financer. La première caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de track record.
Donc le track record en finance, c'est absolument essentiel. C'est valable à la fois en capital investissement et dans le monde bancaire, donc en financement en bas de bilan. Quand on a un client en face qui vient vous demander de l'argent, quels sont ses résultats passés? Par définition, la start-up n'a pas de résultats passés. Alors on va regarder le résultat du dirigeant, s'il est connu. Et dans un tiers des cas, effectivement, il a déjà créé une entreprise. Donc l'absence de track record, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de marché éprouvé. La start-up, encore une fois, elle est sur, en général, un nouveau marché. Elle va lancer une innovation. Il n'y avait pas de marché de l'iPhone quand l'iPhone a été créé. C'est un produit à part. Il y avait des téléphones portables, mais ce n'était pas des iPhones. Maintenant, c'est le marché du smartphone. Et puis, la troisième caractéristique, c'est des besoins très élevés en matière de capital humain et de formation pointue. Les startups sont souvent démunies en matière de ressources humaines. Il y a le fondateur, le créateur, quelques associés autour, mais il y a rarement la structure complète de ressources humaines nécessaires à la conduite du projet. Donc ces trois caractéristiques font qu'on est devant un financement qui est dit atypique et qui est évidemment risqué. Et les pieds devant, dans ce monde-là, c'est à peu près une boîte sur deux. C'est un peu moins, c'est aux alentours de 40%. Et donc, arriver à financer des entreprises qui vont au tapis, et ça a très bien été dit par mon camarade de Xange, ça veut dire qu'il faut envisager de ne pas retrouver son argent, en tout cas prendre le risque et tout faire évidemment pour avoir le x5 qui était évoqué tout à l'heure. Et donc, je ne vais pas répondre tout de suite à la question parce que sinon je vais être trop long, peut-être que je pourrais y répondre après, mais ça suppose effectivement que chaque acteur de l'écosystème connaisse bien sa place dans le financement de ces innovations. Et là, vous aurez différents produits, vous aurez de la subvention, guichet BPI France. La subvention, ça va être pour financer l'amont, les travaux de recherche, le démarrage de la société, éventuellement un dépôt de brevet, etc. Puis ensuite, vous allez avoir toute une gamme de financements, avances remboursables, prêts d'amorçage, puis capital risque, alors capital risque d'amorçage, capital innovation, capital développement, etc. Donc tout le private equity. Et puis vous avez effectivement des nouvelles formes de financement qui sont extrêmement intéressantes, qui viennent de vous être présentées par mes voisins, ou que l'on n'a pas encore présentées, qui sont des plateformes de crowdfunding. Et c'est tout cet écosystème qu'il faut regarder globalement si on veut le faire fonctionner de façon optimale. Alors Jean-Pierre, justement, la spécificité du financement de l'innovation, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises finalement se font racheter avant d'avoir atteint la maturité, et est-ce que ça prouve ou ça montre qu'il faut améliorer aussi cet écosystème et comment le faire? Moi, je commençais à répondre à la première question. La spécificité des entreprises innovantes en matière de financement. En commençant à dire que dans l'innovation, tout le monde invente. Les gens, les associations et les entreprises. Les gens, regardez ce qui se passait dans les garages en Californie, où il y a beaucoup de belles choses qui se sont créées. Les associations, il y a beaucoup de choses qui se font, tout simplement parce que des personnes observent ce que peuvent être les besoins actuels ou perçus futurs de la population et se disent que s'il n'y a pas de solution, la solution, on va l'inventer. Et ça se passe énormément, croyez-moi, aussi dans le monde, donc, comme je vous le disais, de l'association. Ça se passe, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, dans l'entreprise. Et l'entreprise, il y a tout là-dedans. Il y a des grosses, des très grosses, des petites, et des très petites et des moyennes. Bon, pour ce qui concerne les grosses, le financement, Marie-Agnès, c'est pas vraiment un sujet pour Aventis ou Philips, où j'ai eu l'occasion de sévir. Bon, de l'argent, on en a. On a par contre notre problème. C'est le problème de l'efficacité de la recherche. Parce que on ne voit pas tout. On a beau mettre des milliards sur la table. On a beau avoir les infrastructures d'innovation, le passé et l'expérience sur ce que peut vouloir le client. Bon, on passe à côté de pas mal de choses. En plus, c'est une simple question de management. Quand on a à gérer 7 à 8 000 personnes dans une équipe de recherche, ça commence à faire beaucoup. Il y a des chercheurs qui ne trouvent pas. Et ça nous gêne. Donc, maintenant, les grandes entreprises commencent à regarder beaucoup à l'extérieur. Et justement, c'est ce qui m'amène vers les petites boîtes, où un sujet d'innovation est très, très patent. Si on observe Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup de start-up qui sont dans des incubateurs, dans des accélérateurs, dans des start-up studios. Bon, on a des entreprises un peu moins start-up, un peu plus grandes, mais souvent trop petites. Et moi, c'est exactement le sujet qu'on a. Songez qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 450 000 entreprises.
On en a 35 000 qui dépassent 750 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 35 000, vous en avez 30 000 qui ne font pas 7 millions de chiffre d'affaires. Donc ces boîtes-là n'ont pas les équipes pour les accompagner en financement. Et notre sujet, il est bien là. Parce que, un, n'ont pas les équipes pour les accompagner. Et deux, les investisseurs, ils ne les ont pas forcément toujours sur leur écran radar. Donc moi, le sujet la réponse à la première question, les spécificités des entreprises innovantes, c'est que les grosses, il n'y a pas de problème, sauf qu'elles manquent d'efficacité. Elles sont peut-être une solution pour le deuxième point. Les petites, elles ont besoin d'argent. Ce n'est pas les banques qui vont leur fournir l'argent, mais elles le font. Hein. Loin de moi l'idée de dire qu'elles ne le font pas, bien sûr. Mais il leur manque aussi des investisseurs qui sont des investisseurs, ça a été dit tout à l'heure, des investisseurs qui sont capables de prendre du risque en capital pour aller dedans. Et tout notre sujet, me semble-t-il, est là-dedans. En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes ou tout simplement notre territoire national, je trouve qu'on est assez en retard. Donc je réponds à la deuxième question. Là, je commence un peu. On est assez en retard par rapport à d'autres grands concurrents de l'innovation que sont les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Moi, si on avait les disponibilités en matière de financement, de crowdfunding, de financement des incubateurs, de business angels. Alors bien sûr, on a tout ça, mais on a tout ça à l'état embryonnaire encore chez nous. Donc c'est des choses qu'on va essayer de pousser. Bon, notre association va essayer de pousser à ce que ça existe. On a ensuite des solutions comme Xange, comme Créaxi, plein de bonnes solutions, mais c'est entre les deux, moi, mon souci. Et qu'est-ce qu'on fait pour la boîte qui est sortie de son accélérateur, qui n'est pas encore assez grosse pour aller chez Xange ou chez Créaxi? Qu'est-ce qu'on fait de cette boîte? Comment on l'aide? Quand cette boîte est dans la région de Lyon Métropole, encore, c'est quelque chose qui va bien se passer. On fait avec Lyon Place Financière et Tertiaire une revue de tout ce que l'on peut avoir en termes d'accélérateurs et d'incubateurs. Et je peux vous dire une chose, c'est que le jour où on va sortir notre liste, elle sera déjà fausse, parce qu'il s'en crée beaucoup. Hein. Donc on a beaucoup de choses. Par contre, une des grandes chances que l'on a aussi, en termes de prise de conscience de la métropole, de la CCI, des syndicats professionnels, CPME ou MEDEF sont assez sur le sujet, on a de l'accompagnement pour nos boîtes métropolitaines. Le seul problème, et puis on a vous, messieurs, ce que j'appelle nos Landesbank, comme Banque Populaire, BPI France. Ben oui, mais on parle toujours des Allemands et de leur spécificité. Vous êtes un petit peu pareil. Je vois l'arrivée de fonds d'investissement maintenant dans la région qui arrivent, c'est-à-dire des investisseurs qui commencent à vouloir mettre de l'argent sur des thèses d'investissement plus réduites que la boîte de 10 ou 15 millions d'euros. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'il va falloir pouvoir favoriser. Je vois, moi, l'avènement du corporate venture, qui est une chose excellente, parce que qui a intérêt à mettre du risque dans une entreprise start-up? SEB, là où j'étais avant, Aventis, on l'a fait aussi, où on investissait via des corporate funds, corporate venture, dans des boîtes, non pas pour gagner de l'argent, pas du tout, ça ne nous intéressait pas, ça. Ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une base d'observation sur les idées en cours dans nos métiers.